Merci d'être là, tout le monde. Vous m'entendez bien? Première chose, je peux remercier Judith Gagnon, qui n'est pas dit avant, pour l'idée qu'elle a eue de faire une conférence sur la retraite. Je ne pensais pas qu'elle s'en souvenait. Nous autres, on se connaît depuis une vingtaine d'années, au moins. Et alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit oui. J'ai peut-être dit oui trop vite, parce que pendant la retraite, c'était il y a à peu près 40 quelques années à la Régie des Rentes. Mais après ça, j'ai eu d'autres emplois. Et puis, je ne suis pas intéressé, comment je dirais, au quotidien. Et là, je me suis dit, si comme titre, d'ailleurs, on a fait ça ensemble, ça dit qui? La retraite, ça nous touche comment? En choisissant ce thème-là, je me suis dit, oh, je pense que je n'ai pas le choix, je ne parlerai pas seulement d'histoire. Je vais être obligé de parler du présent. Alors, et puis on va en parler tout de suite du présent, justement, à propos de Judith, entre autres. Et puis, quand à un moment donné, la semaine dernière, moi, j'écris une introduction presque à chaque semaine. Et puis, là, à un moment donné, la semaine dernière, à Radio-Canada, il y a un reportage sur des personnes aidées où on parlait, entre autres, de problèmes de personnes aidées. Et puis, entre autres, pension de sécurité de vieillesse, les problèmes que vivent les aînés avec le logement. Je sais que je ne vous apprends rien, là. Mais ce qui a été intéressant, c'est que Judith a fait comme un point là-dessus. Et puis, je trouvais ça important qu'il y ait un groupe comme la QDR, que je félicite d'ailleurs, toute l'organisation, pour, je sais peut-être ce qui a fait, entre autres, le reportage, on s'est adressé directement, dans le fond, à Judith Gagnon pour parler du revenu viable. Alors, aussi, je dis la semaine passée, 2 jours après, il y avait un article du Soleil aussi qui, je vais prendre le titre, excusez-moi. Un article du Soleil par Daniel Germain sur la réserve de liquidité des retraités. Bon, alors, intéressant. Je me suis dit, c'est un problème qu'on peut vivre présentement avec ce qui se passe dans notre société. En fin de semaine, ça fait quelques jours, là, dans Le Devoir, la rédactrice émérite Sandy Lachapelle écrivait sur l'art du décaissement à la retraite. Donc, puis quand elle écrit des choses de même, c'est toujours super intéressant, mais d'autant plus quand elle a parlé de la retraite. Et puis, il y a son collègue, l'automne passé, qui a parlé sur les pré-retraités et la procrastination. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, puis ça parle de la retraite anticipée, mais je vais y revenir plus tard. Alors, bon, tantôt, Judith a parlé de mon parcours, entre autres à la Régie des Rentes. Après 3 ans au privé, à un moment donné, j'avais choisi de travailler dans la fonction publique. Et puis, à ce moment-là, dans le fond, un employeur m'a appelé pour faire partie de la Régie des Rentes du Québec. Je me suis dit, pour entrer dans la fonction publique, je vais accepter. Alors, puis en entrevue, ça s'est bien passé. Sauf qu'à un moment donné, à 27 ans, moi, avec une petite Anne-Marie, là, je me suis dit, Régie des Rentes. Est-ce que ça va fonctionner, ça? Alors, je me suis dit, rien, je peux être là 6 mois, puis après ça, m'en aller dans un autre secteur, la santé. Et puis, le beau côté de l'affaire, avec ma petite Anne-Marie, c'était que je devais traiter des allocations familiales. Je me suis dit, bon, au moins, je vais m'occuper de gens plus jeunes. Alors, mais ça n'a pas été long. Mon directeur actuel, à un moment donné, m'a intéressé forcément à la retraite. Et puis, comme j'aime beaucoup l'histoire, il m'a laissé aller et puis j'ai écrit sur la genèse et l'évolution des régimes privés de retraite au Canada et au Québec. Puis, même si j'ai écrit sur les régimes privés,
vous allez voir que dans l'histoire, je pars de beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je reviens, comment je dirais, au crash boursier autour des années 1830. Et pour moi, c'est important parce que c'est comme si on se disait, oui, on parle de plusieurs centaines d'années quand même, mais toujours un lien avec ce qui se passe dans nos sociétés. Alors, autrement dit, ce qui était difficile pour eux autres, ça peut l'être également, pas tout à fait de la même manière, pour des gens qui vivent actuellement au niveau de la retraite. Alors, c'est pour ça que je vous dis tout de suite, moi, je ne suis pas actuel, pas économiste, je ne suis pas. Donc, c'est ça. Donc, je suis vraiment sociologue. Et puis, j'ai écrit justement pour parler de changement social. Pour dire, bon, on peut se poser la question à un moment donné, ça vient d'où la retraite? C'est normal. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, bon, on a toujours connu ça, la retraite. Pourquoi j'essaierais de dire, ça vient d'où? Alors, mais quand on retourne autour de 1860, tout ce qui s'est passé à cette époque-là, forcément, c'est intéressant. On apprend beaucoup. Alors, moi, dans le fond, je me suis dit, il faut que je me préoccupe du passé, mais il faut que je m'occupe du présent également. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai dit, je suis prêt demain matin, après, heureusement, j'ai pris du temps et là, je me suis mis à jour, comme dirait l'autre. Là, je me suis mis à lire, à écouter des émissions, etc. Et puis, je vous le dis franchement, j'en ai appris beaucoup. Parce que je pensais que je connaissais quand même assez bien, très bien le régime actuel, et j'ai réalisé que pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses que, dans le fond, je réalise et puis qui montrent que même au niveau je dirais, du Québec, régime de pension du Canada, c'est normal qu'on voit que ça a changé quand même. Alors, il y a eu toutes sortes de choses qui sont faites au niveau des, entre autres, des professionnels qui sont là. Alors, je ne suis pas toujours mon texte, là, mais des fois, je vais hésiter un peu. Ah oui, une question. Moi, j'ai écouté beaucoup les balados. Je ne sais pas si ça vous dit quoi de Retraite Québec. Et puis, à un moment donné, j'entends une question d'une animatrice qui dit, est-ce que la retraite, c'est anxiogène? C'est pour ça que dans l'introduction, j'en ai fait état, parce que moi-même, je me posais la question. Après m'avoir le réflexe de dire, ben oui, c'est anxiogène, parce qu'on a toujours à s'en occuper, à s'en préoccuper. Mais sauf que mon autre réflexe, c'était de dire, ça dépend. Ça peut être anxiogène pour des personnes, pour des groupes, mais ça peut ne pas l'être pour d'autres personnes qui voient ça autrement. On pourrait dire qu'ils voient ça de façon positive. Et à ce moment-là, qui décident qu'on n'a pas à se positionner là-dessus, ici, ensemble. On pourrait dire c'est instructif. On apprend quelque chose. Puis il y a des gens qui ont tellement épargné dans leur vie que pour eux autres, c'est pas quelque chose de problématique. Alors, pour moi, c'est important moi je dirais, de faire un petit point là-dessus. Puis, même, j'en ai eu un autre réflexe. Je me suis dit, pour ne pas que ce soit anxiogène, moi, j'ai eu comme un réflexe de dire, on dit ça souvent dans la vie, pas seulement en retraite, l'avoir su, j'aurais fait telle affaire. L'avoir su, j'aurais fait telle affaire. À la rigueur, pour la retraite, pour plein d'affaires, on pourrait à un moment donné voir ce qui se passe en disant, l'avoir su. Alors, moi, le conseil que je vous donne, là, n'en parlez pas de l'avoir su. On peut parler de l'histoire, d'accord. C'est assez factuel. Maintenant, pour ce qui est du présent et du futur, on n'a pas besoin nécessairement, à moins que, tantôt je vais vous poser quelques petites questions ici, à moins que des jeunes, j'en vois quelques-uns, je pense, qui peut-être que
mes parents pourraient dire l'avoir su, mais ensemble ici, là, à nos âges, là, je pense qu'on n'a pas besoin de faire ça. Pas là. Là. Pour faire du mal. Bon. Bon, regardez, ce que je vais faire, je vais quand même poser des questions au départ. Je me dis, dans le fond, ça me donne une petite indication. C'est sûr que je suis prêt, on dirait l'autre, sur tous les aspects, mais je suis quand même curieux de voir quel type de personnes ici connaissent les types de régimes. Juste pour orienter un peu. Alors, c'est sûr qu'ici, on a tous, j'imagine, des pensions de sécurité de vieillesse. Pardon? Ah, OK. Bon, alors, on n'a pas besoin de lever la main là-dessus. La même chose pour ce qui est de régime de rente du Québec, comme un régime universel. Alors, je pense que je ne vous demanderai pas de lever la main, mais si on va plus loin, il y a probablement des personnes aussi qui ont eu des régimes de pension du Canada. Tantôt, je vais raconter l'histoire par rapport à ces régimes-là. Est-ce qu'il y en a ici qui ont eu ça? Il n'y en a pas. Bon, OK. L'autre question que je vais poser, parce que ça va faire partie aussi du contenu, au niveau des régimes de retraite, secteur public, valeur publique au sens large. Autrement dit, pas seulement la fonction publique, mais le domaine de l'éducation, le domaine des municipalités. Est-ce qu'il y en a ici qui ont été là-dedans? D'accord. Parfait. Alors, oui. Secteur privé, maintenant, qui ont été presque le plus souvent avec dans le secteur privé, les compagnies indépendantes, etc. Ah, OK. Parfait. À part de ça, oui, ça c'est important également. Pré-retraités. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été pré-retraités? Autrement dit, avant 65 ans, ils avaient déjà décidé de prendre leur retraite. Ça va être une question, bravo, c'est une question très importante, ça, parce qu'il y a un chapitre là-dessus. Bon, je n'irai pas beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y en a ici quand même qui ont travaillé ou œuvré avec des conseillers financiers? Oui. Bon. Donc, il y en a plusieurs aussi qui connaissent Retraite Québec, ou ce qu'on appelait avant le régime de rente du Québec. Oui. OK. Vous avez suivi l'actualité. Une petite parenthèse. Il y en a qui connaissent le régime de retraite en France. Non? C'est parce qu'on en entend parler une fois de temps en temps. Et puis, ça peut être intéressant que j'ouvre là-dessus pour voir aussi la correspondance avec la vie au Québec. Alors, je vais faire état de l'histoire. C'est quand même très important. Autrement dit, on retourne autour des années 1830-1860, où là, il n'y avait pas de régime de retraite, il n'y avait pas de pension de sécurité de vieillesse. Je pense qu'on voit dans un tableau, à un moment donné, est-ce qu'on le voit, le tableau? Oui. Oui, OK, parfait. Alors, vous avez vu la publication. Maintenant, ça, c'est le modèle sociologique du contexte social lié à l'apparition des régimes privés de retraite. Ce qu'on voit, c'est que
on était une société où il y a eu quand même des changements sociaux très importants qui ont amené, entre autres, changements technologiques, qui ont amené plus tard révolution industrielle, puis un changement social qui passait, un passage d'une société traditionnelle à une société industrielle. L'immigration aussi des travailleurs des campagnes vers les villes, puis l'urbanisation rapide. Et puis, ça a créé des effets sur les structures sociales, entre autres au niveau de familles, où on est passé de familles élargies. Je pourrais définir ce que ça veut dire, je pense que vous vous en doutez, à famille nucléaire. Et puis, ça a amené un changement quand même très important qui a fait qu'à un moment donné, comment je dirais, les gouvernements, les compagnies d'assurance, quelques compagnies privées se sont dit on n'a pas le choix. Si on ne fait pas du changement, on va avoir des problèmes épouvantables. Alors, au niveau des entreprises, il y a eu une concentration des travailleurs, l'apparition du syndicalisme. Là, c'est assez important. Je ne dis pas ça parce que je suis biaisé, là. C'est que effectivement, ça a pris des syndicats à un moment donné pour faire des pressions auprès d'employeurs, auprès de compagnies d'assurance, de gouvernements, parce que la situation était assez épouvantable. Il y a eu une réduction du temps de travail également, des revendications de syndicats pour la protection de la vieillesse. Bon, il y aurait d'autres aspects, autrement dit, au niveau de l'âge, les espérances de vie, des problèmes à tous égards dans les familles. Au niveau de la société, une décélération de la natalité, l'augmentation de l'espérance de vie par suite des progrès technologiques, et puis l'accroissement progressif du nombre et la proportion de gens âgés. Alors, l'isolement aussi des personnes. Moi, je vais faire référence à ce qui s'est passé justement dans la période où ce qu'on pourrait appeler crash boursier. On a même dit à un moment donné les sales années 30, juste pour dire comment ça n'allait pas bien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à cet égard-là? Et puis, ça revient un petit peu, je disais tantôt ici, là, mais pour dire qu'il y avait un taux élevé de chômage, semaines de travail réduites, des salaires diminués. L'État doit s'impliquer dans la vie économique, puis c'est pas impliqué rapidement. Il faut dire qu'en matière de retraite, quand même, il faut comprendre que les évolutions se sont faites lentement, très lentement. Il n'y en a pas eu, parce que oui, il y a eu des changements à travers des décennies. Alors, les premiers régimes de retraite, on parle aussi de l'année 1870, les employés du gouvernement fédéral. En 1875 aussi, on a essayé de construire quelque chose from coast to coast, on dirait, avec le Grand Trunk, le Grand Tronc, autrement dit, c'est un genre de tramway pour l'ensemble du Canada, avec compagnie privée au départ, et ça n'a pas réussi. Bon, plus tard, les gouvernements se sont impliqués, comme si on disait ils n'avaient pas le choix. En 1887, il y a eu une charte fédérale pour créer des régimes de retraite. Et puis, dans le fond, il y avait déjà des compagnies de chemin de fer, des compagnies d'assurance. Donc, je le disais tantôt, l'évolution des régimes privés de retraite s'est faite très lentement. Puis, on parle là de régime privé parce qu'on ne faisait pas état à ce moment-là de régime de rente, régime, dans le fond, de régime de rente universelle. Et puis, on ne faisait pas encore moins référence aux pensions de sécurité de vieillesse. Mais ça s'est fait. Là, je passe rapidement parce que quand même, il y a plusieurs décennies. Alors, les premières manifestations
du changement social occasionné par la révolution industrielle, l'urbanisation, l'augmentation progressive du nombre de personnes âgées et leur isolement de plus en plus marqué dans la société à la suite de l'éclatement du type de famille étendue. C'est ce qui a créé finalement des changements au niveau social et au niveau des régimes de retraite. Alors, ce qui a été plus important, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là c'est sûr que je vais beaucoup plus loin, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une pension de sécurité de la vieillesse, et puis c'est pour ça que je n'ai pas dit au début, là, mais vous allez comprendre qu'on ne parle pas seulement de la retraite, c'est des pensions de sécurité de vieillesse, c'est un régime d'assistance. Ça touche les retraités, bien sûr. Alors, puis, regardez, je pourrais aller plus loin parce qu'il y a eu plusieurs lois fédérales quand même entre 1870 et 1938. Et puis, tout de suite après, ça a été justement pour la pension de sécurité de vieillesse. Bref, ce qu'on a vécu, la période de l'essor, c'est la Seconde Guerre mondiale, puis l'essor des régimes privés de retraite, une urbanisation rapide. On parle du crash de 1929 et puis de la crise au Québec. C'est pas une expression que j'utilise moi-même, là. Ça a été écrit comme ça. Et puis, l'État devait instaurer et promouvoir des programmes de bien-être social. Puis au Canada, la période de la Seconde Guerre mondiale s'est caractérisée par un gel des prix et des salaires, les premières mesures anti-inflationnistes, la montée du syndicalisme partout au pays, où il y avait 85% plus de syndiqués en 1943 qu'en 1939. Autrement dit, il a fallu qu'il y ait vraiment un mouvement. Au Québec, pendant les années 40, il y a eu une entrée massive de capitaux américains, une seconde révolution industrielle au Québec, et puis dans le secteur manufacturier, ça s'est accru de 87% entre 1939 et 1950. Quand même, c'est une évolution qui a été rapide, mais comme si on disait, on n'avait pas le choix. Alors, le nombre d'entreprises a augmenté de 50%. Là aussi, c'est pas rien. Puis les régimes de retraite ne sont plus perçus de la même manière par les employeurs et par les travailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ça parce que, au départ, les travailleurs voyaient ça comme un cadeau de l'employeur. Autrement dit, ils n'auraient pas nécessairement cotisé dès le départ. Mais comme les employeurs commençaient à travailler pour créer des régimes, mais les travailleurs, comment je dirais, pas seulement les syndicats, ils considéraient, c'est bien, je suis obligé de débourser, c'est un cadeau de l'employeur. Sauf que ça a changé assez rapidement. À un moment donné, je pense qu'on a vu que, comment je dirais, les gouvernements ont épargné d'une certaine manière, avec, entre autres, prestations de vieillesse, mais encore davantage avec les régimes que moi j'appelle universels, autrement dit, des régimes obligatoires de retraite. Alors, les travailleurs, finalement, ont réalisé qu'ils pouvaient jouir d'une meilleure protection pour l'avenir. Ça, cette période-là, entre 1940 et 1960, tout de suite après la pension de vieillesse, qui était à 1942, si je ne m'abuse. Après ça, ça a été une période de réglementation. Et puis, il y a eu le cas du Québec. J'ouvre une parenthèse ici, parce que même dans ma revue, on n'en a pas parlé. Je me suis demandé si c'était pas un problème politique qui était posé alors que ce n'était pas du tout. Autrement dit, le régime de rente du Québec a été créé alors qu'en temps normal, ça aurait été le régime de pension du Canada. Autrement dit, un régime de pension pour tout le Canada.
Mais au début des années 60, le gouvernement, je vais vous donner des noms que vous connaissez, le gouvernement Lesage, le gouvernement Pearson, à un moment donné, ils ont négocié ensemble parce qu'il y a eu des économistes, entre autres, vraiment réputés, qui voyaient d'avance l'idée d'une caisse de dépôt et de placement du Québec, une Société générale de financement. Alors, vous reconnaissez peut-être l'individu ici, Jacques Parizeau. Des gens qui regardent ça, ils pourraient dire, non, il se lance en politique, non. Ça a été un changement social très important. Ça a duré plusieurs mois, pour ne pas dire des années, où, puis même Jean Lesage faisait partie du gouvernement fédéral avant de s'établir Pearson, sauf qu'il y avait tellement de pression auprès d'économistes qu'à un moment donné, c'est comme si Jean Lesage se disait on n'a pas le choix. Donc, d'ailleurs, il y a un chapitre là-dessus qui était vraiment intéressant parce que il y a eu une entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Même la ministre fédérale était en total désaccord, sauf qu'ils ont réussi à s'entendre au niveau des deux paliers. Et puis, bon, on a eu un régime de rente du Québec au Québec. Et puis, le régime de pension du Canada, c'est pour l'ensemble du Canada. Autrement dit, à la rigueur, on aurait dit, il y a un régime de rente du Québec, il y a un régime de rente de la Colombie-Britannique, il y en a un de l'Alberta. Non. Alors ça n'a jamais été remis en question. Il y a eu des débats très importants. Le gouvernement Lesage était même devenu, ça va vous dire de quoi, minoritaire. Et puis, à un moment donné, même, le gouvernement a été remplacé par le gouvernement de Daniel Johnson. On aurait pu s'attendre, quand on lit là-dessus, à ce que le gouvernement Johnson ne soit pas d'accord. Et non, il a été, à un moment donné, je pense que c'était dû aussi aux spécialistes qui étaient là. Là, je parle de Jacques Parizeau, mais Claude Morin, un paquet de leaders, dans le fond. Et puis, ça s'est réglé en 1er janvier 1966. Ça a pris un bon 5 ans avant que ça aille de l'avant. Mais il faut dire, par exemple, que la Caisse de dépôt et de placement du Québec avait précédé et était là. Alors, puis, je le dis parce que ce n'est pas l'aspect politique, c'est l'aspect. Mais à notre société, c'est important qu'on prenne ce genre de décision-là. Puis même que je pourrais dire qu'on aurait pu penser que le régime de pension du Canada puis le régime de rente du Québec se seraient opposés, se seraient chicanés. Moi, j'ai été quand même à la Régie des rentes du Québec 11 ans après. Autrement dit, c'était encore en développement. Et puis, il n'y a jamais eu de problème entre les deux régimes. Autrement dit, ils sont toujours très bien entendus. Alors, ça a été positif. Alors, la période de réglementation datait de ces années-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dès qu'il y a eu le régime de rente du Québec, il y a eu des régimes complémentaires de retraite. Puis, dans le fond, c'était normal parce que, d'une certaine manière, on ne voulait pas que les compagnies, avec les régimes complémentaires, ne soient pas assujetties au régime de rente du Québec. Autrement dit, c'est comme si on disait, les lois qui s'appliquent pour le Québec, comment je dirais, au niveau public, bien, elles doivent s'appliquer aussi au niveau des régimes complémentaires. Je pense que je vais boire un peu. Alors, c'est ça, je dirais, grosso modo, pour l'histoire. En conclusion, je dirais à cet article-là, les changements technologiques ont donné lieu à une révolution industrielle qui ont modifié les rapports sociaux sur tous les plans de la structure sociale. Donc, l'industrialisation rapide, l'urbanisation massive ont fait éclater la structure traditionnelle de la famille. Alors, tantôt, je parlais de famille élargie.
famille nucléaire. Famille élargie, dans le fond, c'est les types de sociétés où, contrairement au passé, ce n'était pas nécessairement, comment je dirais, les enfants qui s'occupaient des parents parce qu'il n'y avait pas de régime de retraite. Autrement dit, ils ont partagé ça ensemble. Sauf que les changements technologiques en particulier ont fait en sorte que, bon, non, c'est normal. Il y a des familles qui ont quitté, dans le fond, leur lieu de travail, leur lieu de naissance et tout. Alors, à ce moment-là, on a commencé à parler vraiment de famille nucléaire. C'est un phénomène, évidemment, qu'on connaît très bien actuellement dans nos sociétés. Alors, ça a été quand même très important également. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Dans le fond, c'est des changements assez importants qui se sont préparés. Et puis, on parle de réforme de prestations et puis des projections financières pour les personnes âgées. Pour les femmes aussi, je pense qu'il faut le dire, parce qu'il y avait quand même des différences importantes au plan statistique à cet égard-là. Il y a certains groupes dans la société qui voulaient que les gouvernements développent encore plus de régimes généraux, davantage des populations vieillissantes et démunies. Avec ce qu'on s'est passé, Radio-Canada, on est encore dans ce type de problématique. Il faut dire que ce qui se passe, c'est particulier, mais à la rigueur, on dirait c'est toujours particulier. Dans le fond, ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu côté américain, à moins que je me trompe, évidemment, ça a eu des effets très importants et ça va avoir des effets pendant longtemps. Alors, c'est ça. Maintenant, on va parler on va revenir un peu sur les pensions de vieillesse pour dire que c'est un régime d'assistance. Tantôt, je disais qu'à partir de 1942, et puis, au départ, et puis je ne suis pas vraiment le spécialiste, je vous le dis tout de suite, j'ai plus travaillé au niveau de rente du Québec, les régimes privés, mais juste pour dire qu'au départ, c'était un régime différé, c'est-à-dire que c'était un régime à 70 ans. Alors, à un moment donné, on a décidé que c'est un régime à 65 ans. Et puis, aujourd'hui, ça a tellement changé au niveau des espérances de vie que moi, si j'étais, je dirais, un avocat du gouvernement, je dirais, on ne devrait pas appeler ça régime de pension de vieillesse, parce qu'à 65 ans, maintenant, on est jeune. Alors, j'aurais dit pas régime de prestation de la jeunesse, mais régime de prestation des aînés. Parce que aujourd'hui, il y a des changements tellement importants, je vais revenir là-dessus, par rapport aux statistiques pour les 100 ans et plus. Alors, c'est donc, il y a eu une élection fédérale pour les citoyens qui avaient, entre autres, des questions de sécurité financière, de précarité, des revenus de pension qui n'augmentaient pas ou sous le seuil de pauvreté, qui ont essayé d'économiser pour leur retraite. Le coût de la vie avait tellement augmenté, même avec les régimes de pension de la vieillesse. Il y a eu des inflations qui sont pour tout le monde, pour tous les régimes, pendant des années. Et puis, on a fait état tantôt la semaine passée à la QTR. C'était très important. Maintenant, régime de rente du Québec, c'est un régime obligatoire à partir de l'âge de 18 ans. C'est un régime universel également. Et puis, ça a toujours été, jusqu'à quelques années seulement, un régime à 25 du revenu moyen ou ce qu'on a appelé le maximum des gains admissibles. Alors, autrement dit, on est conscient que là, en touchant seulement cette rente-là,
c'est pas pour la vie qu'on va, comment je dirais, avoir un salaire suffisant. Alors, sauf que je dis que les dernières années, je ne sais même pas si les gens sont conscients de ça. Maintenant, le 25 est passé à 33 %. Autrement dit, les jeunes qui cotisent depuis quelques années, à partir de 18 ans, plutôt que de cotiser à 25 du revenu, cotisent à 33 %. L'avantage, il y en a qui pourraient dire, ça y est, ça me coûte encore plus cher pour cotiser, mais heureusement, je n'ai pas entendu de protestation à cet égard-là du fait que l'employeur cotise à 50-50. Autrement dit, c'est au niveau de l'épargne, c'est déjà positif. Alors, c'est un phénomène qu'on appelle bonification. Maintenant, on a parlé de pré-retraite tantôt. Là aussi, c'est important parce que au départ, le régime de rente du Québec, c'était retraite normale, 65 ans. Sauf que ça a évolué dans le bon sens, c'est-à-dire que maintenant, il y a eu plus de latitude au niveau des citoyens pour dire, moi, je la prendrais avant, puis évidemment, toucher une rente de retraite en conséquence, alors plus tôt. Donc, il y avait des écarts moins élevés. Puis, on peut avoir vécu, je ne dis pas le contraire, là, mais un salaire différé. Autrement dit, il y a plus de latitude maintenant qu'il pouvait y en avoir par le passé. Personne ne pourra dire, moi, j'ai 65 ans, je suis conscient que je peux épargner davantage pour le futur. Et là, à ce moment-là, ça devient un salaire différé. Jusqu'à 70 et même 72, il y a des travailleurs qui vont continuer à travailler de 70 à 72, puis ils vont toucher leur rente en même temps. Autrement dit, il y a de la latitude. C'est quand même important. Plus tard, là, je m'aperçois que je ne montre pas mes tableaux. Ce ne sera pas long. OK. C'est bon que je les vois parce que je suis en train d'improviser, là. Ça donne bien parce que j'ai parlé justement des prestations de vieillesse, des régimes de rente du Québec et puis des régimes complémentaires. Est-ce qu'on voit là, par exemple, si on pouvait quelque chose de moyen, un pourcentage de revenus moyen, le régime, c'est-à-dire la pension de sécurité de vieillesse, c'est à peu près 15 %. Puis vous allez voir plus loin que ça peut varier justement dépendant de ce qui va venir plus loin. Les régimes de pension, les régimes de rente du Québec, là aussi, un régime obligatoire, c'est plus élevé, c'est 25 %. Pour ce qui a trait au régime complémentaire de retraite, ce qu'on appelait dans mon temps régime supplémentaire, là, on parle de 30 %, mais ça peut être très variable. Parce que, autrement dit, il y a même une bonne partie de la population, je vais en faire état tantôt, qui n'ont jamais eu de régime complémentaire de retraite. Il y en a eu beaucoup plus au niveau des fonctions publiques. Mais quand ce tableau-là, je l'ai vu pour la première fois avec les balados de Retraite Québec, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis même, une entrevue à un moment donné où il y avait même un spécialiste au niveau des régimes privés de retraite qui disait à l'animatrice, à l'actuaire qui était là, il y a 3 paliers. Alors, c'est les 3 paliers que je viens de dire. Et tout d'un coup, à côté, alors qu'il n'était pas nécessairement coordonné, un directeur de l'actuariat de Retraite Québec qui dit, moi, je dirais qu'il y en a un 4e. Alors, je vais revenir là-dessus. OK.
Alors là, le directeur en question a dit, moi, il y aura un quatrième palier, l'épargne personnelle. Autrement dit, on regarde la situation des retraités en considérant qu'il y a des gens qui ont investi, qui ont épargné et qui ont pu jouer un rôle important dans ces paliers-là. Et puis en même temps, ce que ça veut dire, c'est que ici, on pourrait dire qu'il n'y a pas un cas pareil à l'autre. Ça dépend de notre situation, ça dépend de ce qu'on a vécu, ça peut dépendre d'une partie de l'épargne. Le plus souvent, c'est ça qui est majeur. Bref, c'est important d'en prendre conscience, mais je le sais que vous en prenez conscience parce qu'une fois de temps en temps, on check je dirais, nos caisses et puis on se dit, OK, là, est-ce que je suis confortable, je suis à l'aise avec ce qui existe? Ce que j'ai aimé, il y a un spécialiste, là, en tout cas, j'oublie son nom, mais à un moment donné, qui montre ce tableau-là, j'ai adoré. Parce qu'il disait, compare ça à une maison où à un moment donné, première étape, c'est la sécurité de la vieillesse. La deuxième, c'est le régime de rente du Québec. Et puis, le troisième étage, c'est des initiatives privées. Mais là, ça englobait quand même, comment je dirais, ça pouvait englober ce qui est personnel. Bon, je suis en train d'oublier mes tableaux. Maintenant, on parlait de régime de rente. Alors, le régime de rente, c'est une participation obligatoire au régime. Donc, tantôt, je disais, à partir de 18 ans, au Québec, à part égale entre les travailleurs et leurs employés. Là, ce qui est bon à considérer au niveau de la rente annuelle moyenne. Ah, OK. Merci. Alors, parce que c'est un lien avec la retraite anticipée. Je ne sais pas si on est toujours conscient de ça. Si à un moment donné, on décide de prendre notre retraite avant 65 ans, il va y avoir un revenu viager quand même important. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise décision, c'est une bonne décision compte tenu de l'épargne personnelle ou des biens. Mais sauf que si on monte ce tableau-là, à partir de 60 ans, mettons, à 60 ans, par rapport à 65 ans, le revenu annuel, il passe de 5 500 à 8 200. Autrement dit, on aurait affaire à des jeunes, on dirait, OK, tu veux prendre ta retraite à 60 ans et tu es conscient que tu vas avoir un revenu viager jusqu'à la fin de ta vie. Alors, ça peut jouer à quelque part. Surtout, en tout cas, moi, s'il y avait des plus jeunes, j'aurais tendance à dire, n'oubliez pas que l'espérance de vie n'est plus ce qu'elle était. Alors, autrement dit, il faut voir à long terme, il faut voir à très long terme. Alors, c'est important, à un moment donné, que ce soit considéré. Et puis là, on a aussi l'autre partie, j'en ai parlé tantôt, les salaires, c'est-à-dire les revenus différés. Là, on passe à 11 600. Autrement dit, la différence entre 60 ans et 70 ans, c'est le double, dans le fond, de l'épargne viager. Alors, c'est quand même important d'en être conscient. Mais quand j'entends des actuaires, je ne veux pas taper sur le dos des actuaires, mais quand je regarde Retraite Québec, à un moment donné, ils sont tous là pour dire c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne décision. Même un journaliste de Devoir que j'adore, qui est vraiment un spécialiste, lui aussi, il trouve que quand je parlais de procrastination, c'est qu'à un moment donné, il considère qu'il y a trop de personnes. Ça se peut. Il y a trop de personnes qui prennent des retraites anticipées aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. Parce qu'à un moment donné, ils ont assez de travailler, parce qu'à un moment donné, ils veulent, comment je dirais, vivre plus au présent pour les prochaines années. Alors, mais c'est pas des choix, comment je dirais, qui se font nécessairement automatiquement. Et puis, idéalement, c'est bon d'avoir conseiller, pas nécessairement professionnel, là. Ça peut être, comment je dirais, quelqu'un dans notre caisse, notre banque, qui nous met au parfum pour dire
regardez là, considérez ça. Là. Puis, allez-y à long terme. Et puis, je parle de conseiller, mais en réalité, même je vais en parler plus loin, mais même au niveau de Retraite Québec, il y a beaucoup d'informations pour quelqu'un qui veut voir quel est son dossier personnel. En mesure de dire, regardez, moi, là, je suis dans j'ai je vis telle chose, puis avez-vous conseil à me donner? Y a-t-il des choses que vous pouvez m'aider à comprendre? Quand on regarde justement le graphique, le balado de Retraite Québec sur le choix entre 60 et 65 ans, on voit que ce qui est en bleu, là, c'est normal. Au début, on touche des rentes. Alors, jusqu'à 65 ans, admettons. Et puis, donc, cette partie-là, d'une certaine manière, on la perd. Mais à partir de 65, ce qui est en vert, ça remonte, qui fait que dès 75 ans, au niveau du revenu viager, ça augmente. Et là, ça va augmenter continuellement. Et puis, j'ai pas mis de salaire, là, juste pour dire que ça n'aura peut-être pas doublé, mais ça va être quand même très important. Voilà pour cette partie-là. Même au niveau de rente plus élevée, quand on passe de 65 ans à 70, puis tantôt j'ai parlé de 72, pour des personnes qui disent « Moi, je suis prêt à continuer à travailler, mais j'aimerais ça toucher tout de suite ma rente de retraite », ce qui n'était pas possible avant. Là, c'est possible. C'est là qu'on voit que, comment je dirais, Retraite Québec essaie d'avoir plus d'ouverture, de possibilités. Il y en a qui me diraient « Ils n'ont pas le choix ». Je vais vous parler de la France tantôt. Alors, voyez-vous, par année, là, c'est 8,4 de plus. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé d'apprendre à 60, ça pourrait être 62, mais à chaque fois que, dans le fond, moi je dirais, vous augmentez de 60 à 62, bien là, il y a à peu près 17 grosso modo. Fait qu'autrement dit, et puis au total, c'est quand même une augmentation de 58,8 En passant, je suis en train d'oublier, au niveau de la pension de vieillesse, je ne sais pas à partir de quelle année on a décidé que ça pouvait être de 65 à 70 ans. Puis je ne serais pas surpris que vous autres, vous avez reçu à un moment donné une note disant vous pouvez recevoir votre pension de sécurité de vieillesse, mais vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite. Je ne sais pas, il y en a-tu ici qui... Bon, vous, monsieur, bon. Oui, alors, c'est important parce qu'à la rigueur, on pourrait prendre ça comme si c'était automatique. Autrement dit, je la prends à 65 ans, that's it. Puis, entre autres, en pension de sécurité de vieillesse, on n'a pas le choix. Là. On ne part pas à 60 ans. C'est 65 ans. Mais si à un moment donné, tout d'un coup, on se dit, je pourrais attendre. Je pourrais attendre encore. Je pourrais, en travaillant, à la rigueur, en ne travaillant pas, mais vu que, comment je dirais, il y a une contribution gouvernementale là-dedans, des gens qui pourraient dire, moi, je vais attendre. Puis, je vais attendre 5 ans. À chaque année, une augmentation de 6 de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, là aussi, c'est une prestation, c'est viager. C'est pour le reste de notre vie. Alors, ça peut être un avantage. Je parle de tableaux qui concernent la naissance. C'est important parce que je pense que vous en prenez conscience vous-même autour de vous. Maintenant, l'âge normal de retraite, l'âge entre le pourcentage, c'est à la naissance, c'est 80,7 ans pour les hommes et 84,3 pour les femmes. Et puis, à 65 ans, il y a 84,6. Autrement dit, ça augmente et ça augmente continuellement. Ce qui fait que j'ai une statistique là-dessus. Et puis, dans le fond, le nombre de centenaires.
parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait l'impression qu'il y en avait peut-être pas. Mais maintenant, des Jeannette Bertrand, là, il y en a beaucoup. Et puis, qui fait que il y a à peu près 10 ans, je dis 10 ans, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre précis. En tout cas, il y avait 10 000 centenaires au Canada. Et puis, les dernières années, je pense que ça s'est rendu à une quinzaine de mille centenaires. Alors, autrement dit, c'est comme si on réalisait, et c'est quand même très important, qu'il va y en avoir de plus en plus, et puis notre âge moyen va continuellement augmenter. Ça veut dire que ça peut avoir un impact. Si on ne le voyait pas il y a 20 ans, 30 ans, peut-être qu'aujourd'hui, on se dit, ouais, le coût de la vie augmente, l'inflation augmente, et puis, dans le fond, moi, ma vie va durer plus longtemps. Veut pas, ça va avoir une influence sur mon économie. Un autre aspect qui est important, très important, c'est le ratio travail-retraite. On n'est pas nécessairement conscient de ça quand, en 1966, dans le fond, quand le régime de rente a été créé, il y avait un syndiqué, c'est-à-dire, un retraité pour 9 personnes travailleurs. Alors qu'en 2021, déjà, c'était rendu une personne retraitée pour 3 travailleurs. Et puis, on peut déjà prévoir qu'en 2054, c'est pas si loin là, il va y avoir une personne retraitée pour 2 travailleurs. C'est très important. Puis, je vais faire un peu référence à la France, parce que là-bas, quand on parle de ces problèmes-là, on fait référence à la dette publique. Autrement dit, mais moins il y a de travailleurs, plus il y a de retraités, veut pas, ça va avoir des impacts au niveau de nos régimes de retraite publics, privés, même au niveau de la prestation de vieillesse qu'on écoutait la semaine dernière, où la madame dit, entre autres, une madame dit, prestation de sécurité de vieillesse, on devrait suivre l'inflation, puis on devrait l'augmenter, etc. Même si, d'après moi, au niveau de la prestation de sécurité de vieillesse, on suit l'inflation. Même chose au niveau de la Régie des rentes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu des années où ça n'a pas explosé. Ça explose. Ça ne veut pas dire aussi que, moi je dirais, il y a eu des effets importants, tantôt j'en parlais, au niveau de nos modes de vie. Là, je vois pas. C'est... Fais-tu une heure? Une heure. OK. Bon. Tantôt, j'ai parlé de bonification, je n'ai pas besoin d'en reparler. Là, on va parler des régimes publics par rapport aux régimes privés. Balado de Retraite Québec, c'est le seul tableau que j'avais qui montre qu'il y a 55% des travailleurs du Québec qui cotisent à des régimes de retraite. Puis moi, il y a 40 quelques années, déjà, je trouvais que ça ne dépassait pas 50%. En tout cas, c'était autour de 50%. Puis je me disais, comme sociologue, comment ça que ça ne s'améliore pas au niveau des personnes qui n'ont pas de régime complémentaire de retraite. Ce que je ne savais pas par la suite, c'est qu'au niveau du régime public, parmi les 55 qu'il y a là, il y en a 90%, 95%. Autrement dit, presque tous les travailleurs du secteur public ont des régimes complémentaires. Ça veut dire que ceux qui n'en ont pas, non seulement il y a 45% au total, il y a 30% seulement qui viennent du privé. Alors, puis là, c'est comme si, dans le fond, on a à se poser la question, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne s'améliore pas, alors qu'on sait que dans le secteur privé, l'employeur, il est obligé de cotiser à 50-50 avec des travailleurs. Je ne pense pas d'ailleurs que ce sont les travailleurs qui ne veulent pas.
Je pense plutôt que c'est des employeurs qui considèrent que oui, il y a un coût. Et puis, sauf que, ben, c'est peut-être pour ça que, dans le fond, dans les 30 il y a des compagnies qui considèrent que c'est un avantage pour les travailleurs d'avoir un régime complémentaire. Et puis, ce régime-là peut varier. Alors, puis, c'est toujours, le Régie, dans le fond, Retraite Québec est toujours responsable pour pas qu'il y ait d'abus à cet égard-là. Mais moi, je veux dire, là, j'ai appris des choses. Ça, je savais ça quand même pas mal. Ce qui m'a surpris, c'est que ça n'avait pas changé depuis une quarantaine d'années. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plus loin, on va parler des groupes qui, comment je dirais, sont désolés. OK. Bon, on va parler des régimes privés. Moi, je vous le dis tout de suite, quand j'ai commencé à regarder sur les régimes privés, les régimes complémentaires, à un moment donné, j'ai arrêté parce que je me suis dit, il y a tous les styles. Il y en a énormément. Ainsi que je ne suis pas capable de parler de chaque régime complémentaire de retraite. J'ai fait un lexique là, à la fin. Et puis, à un moment donné, dans le lexique, je mettais les types de régimes. J'étais rendu à une vingtaine. Puis là, je me disais, non, je n'en dirai pas aux détails là-dessus. Juste pour dire quand même qu'il y a des épargnes non enregistrées, il y a des épargnes collectives, il y a des contrats de régime complémentaire, régime volontaire. Il y a du REGOP, là, c'est évidemment, on connaît ça, entre autres, pour le secteur public. Il y a des rires, bien sûr, pour des personnes qui disent, moi, individuellement, je décide de cotiser. Et puis, au sens large, il y a l'épargne personnelle. Maintenant, je parle de risque parce que, entre autres, un actuaire que j'ai écouté à Balado de Retraite Québec parle des risques d'indexation, d'inflation, de manque de ressources aussi, de manque d'argent. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 5 paliers. Au départ, je vous dis, le tableau de Retraite Québec n'était pas dans cet ordre-là. Puis pourtant, ça a été fait il y a à peu près quelques années seulement. C'était alimentation d'abord, ce qui est absolument normal. Hein? Autrement dit, c'est fondamental. Puis même là, ça a augmenté considérablement au cours depuis la pandémie. Il y a le transport, il y a le logement, bon, l'habillement, la santé. La santé, ça peut être très variable, mais quand même, ça fait partie des 5 plus importants qui correspondent à peu près à 67 de toutes les dépenses qui existent dans notre société. Alors, et puis, à un moment donné, quand j'ai lu l'article du Devoir là-dessus, je me suis dit, il ne peut pas se tromper, je suis convaincu. Puis là, il a dit que le logement, c'est ce qui maintenant est le plus important. La personne aînée qu'on écoutait la semaine passée à Radio-Canada, pour elle, c'était le logement. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré à la QDR un fiscaliste, puis il y avait une des personnes qui était là devant moi. Elle me disait, moi, le logement, là, ça n'a pas de bon sens. Et elle voulait dire, non, je suis capable de m'en occuper encore, sauf que ça m'inquiète, la façon que ça va. Fait que le logement, très important, le transport, pareil, l'alimentation, puis les trois ensemble, ça donne 67 %. Et, le reste, c'est 10 % autour de loisirs, etc. Je vais rapidement. Les risques futurs. Autrement dit, c'est comme si on disait qu'est-ce qui nous inquiète quand à un moment donné, on a à voir si on peut avoir confiance, dans le fond, au niveau de la retraite, dans ce qu'on peut vivre. Alors, il y a 4 paliers. L'épargne, c'est tout à fait normal. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que j'épargne ou à quel niveau j'épargne?
Alors, c'est important. L'inflation. L'inflation, en temps normal, là, au cours, je dirais, peut-être des 20 dernières années, c'était toujours entre 1 et 3 %. Sauf qu'il y a eu des années où ça a monté à 12 %. Et les dernières années, d'ailleurs, l'inflation a monté à plus que 3 %. D'après moi, c'est autour de 5-6 %. Alors, c'est quand même important. Dans les risques futurs, on parle de milieu de vie. Dans le fond, quel type de vie peut-on avoir, dépendant justement de ce qu'on peut avoir avant. Et puis, quelque chose qu'on ne contrôle pas nécessairement, le plus souvent, en tout cas, on ne l'a pas contrôlé, ça peut avoir eu des effets dévastateurs, c'est la santé. Alors, tant mieux quand on reste en santé, mais quand on n'a pas le choix, à un moment donné, il faut le considérer dans nos revenus globaux. Ça devient quand même très important. OK, je veux dire aussi qu'au niveau de Retraite Québec, là, j'ai trouvé positif quand même. J'ai vu plusieurs rapports qui montrent des statistiques, qui montrent l'état aussi de Retraite Québec, du régime de rente. Il y a des simulations, il y a des cas individuels, il y a des sondages, il y a, je regarde ici, une campagne annuelle de sensibilisation de la planification financière de la retraite. Et puis quand j'ai vu ce sondage-là, d'abord, j'ai été là aussi surpris. On pourrait s'attendre, nous, à nos âges, à ce que ce soit les 3/4 des gens qui disent « Ah oui, moi, je m'intéresse, je le lis, je me tiens au courant. » Mais puis même si, je pense que la Retraite Québec, ils ne font peut-être pas des commanditaires de surconsommation comme on connaît, mais on dirait qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant. Alors, mais juste pour dire que moi, si je faisais une campagne, au niveau de l'ensemble des citoyens, j'aurais tendance à dire, avant d'aller voir un conseiller, là, à la rigueur, ça coûte quelque chose quand même, allez quand même chercher le maximum au niveau d'un Retraite Québec. Et puis, peut-être que ça va vous aider. Alors, puis, en passant, il n'est jamais trop tard. C'est ça parce qu'on pourrait dire ici, oui, mais on est déjà rendu en haut de 65, 70, 75. Oui, j'ai plus de marge de manœuvre. Pas nécessairement vrai. Dans le fond, on en a peut-être toujours la marge de manœuvre, plus ou moins, mais à tout le moins d'avoir de la bonne information là-dessus au niveau des régimes, au niveau des possibilités, ça ne peut que nous aider. Oups! Bon. Je vais essayer de retrouver la partie tantôt. Oui? Ah oui, oui. Excuse-moi. Oui, bien, c'est ça. Au niveau des régimes complémentaires, tantôt, j'ai passé rapidement. Alors, il y a des régimes à prestations déterminées, autrement dit, d'avance, quand on a décidé qu'on avait un régime complémentaire, moi, je dirais, les parties sont liées. L'employeur, le syndiqué, donc, ils vont savoir exactement quel type de prestations ils vont avoir. Il peut y avoir un autre type de régime qui est régime à cotisation déterminée, où là, c'est l'employé et l'employeur qui conviennent que ce qui est important, c'est la cotisation. À la rigueur, elle pourrait être plus élevée, elle pourrait être moins élevée. Mais c'est les parties qui s'entendent pour dire c'est ça. Le plus souvent, je présume que les parties syndicales patronales négocient et à un moment donné, on vient à dire « moi, c'est ça que je veux ». Alors, et puis, c'est comme ça que ça se fait. Alors, il y a des régimes de retraite à prestations cibles. Ça, je vous avoue que je connaissais pas ça. Alors, mais ça existe. Alors, autrement dit, s'il y a des gens ici qui ne savent pas, appelez Retraite Québec. Alors, l'épargne collective, bon, je fais état des régimes complémentaires, des régimes volontaires, des rires collectifs. Dans le fond, ça a rapport avec ce que je viens de dire. Des régimes
au niveau individuel, il y a des régimes, des rires, ça peut aller jusqu'au CELI, d'ailleurs, CELIA aussi pour les premières maisons. Alors, si on voit ça au sens très large, souvent nos enfants, nos petits-enfants, ils peuvent être intéressés, préoccupés, c'est bon de les informer. Parce que, à la rigueur, il y a des gens qui diraient CELI, je ne connais pas ça. J'ai jamais connu ça. Peut-être que tu devrais regarder ça. Alors, c'est pas mauvais de le savoir. Je vais vous lire, j'ai parlé tantôt du journaliste du Devoir, Gérard Burubé. Je vais vous lire une partie de mon article parce que ça m'a frappé puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, citation, « Se donner pour objectif de prendre une retraite hâtive, très hâtive, revient régulièrement s'inscrire dans l'air du temps avec une tendance lourdement ancrée à la procrastination. Qui amène une certaine responsabilisation et qu'il ne soit jamais trop tôt pour préparer sa retraite. Et présentement, la consommation courante de biens et services ont été alloués au logement, 29,3 %, au transport, 18,5 %, à l'alimentation, à 14,9 %, ce qui représente à eux seuls 62,6 % des dépenses totales. Il dit la portion des loisirs et consommations, c'est pas moins de 10 %. Je vais un petit peu plus loin. Il dit l'érosion du pouvoir d'achat causée aussi par l'inflation, sans oublier le risque de longévité et celui de survivre à son capital, largement sous-estimé. S'exclure de la pleine rente implique de compenser par plus d'épargne ou à l'opposé par plus de frugalité. Le tout à mettre en perspective que le système de retraite actuel se veut plutôt exigeant en matière d'épargne, encore qu'il y a eu quelques améliorations à la régime de la rente du Québec depuis 2024. Alors, régime de base par rapport au régime supplémentaire, puis à la toute fin, le plein effet de cette bonification du régime sur les prestations atteint d'environ 40 ans. Alors, je pense que c'est un bon article parce que ça montre une vision critique d'un journaliste qui est peut-être une vision critique de pas mal tout le monde. Je vais parler de la France. Pourquoi? Parce que on entend une fois de temps en temps, j'ai des amis français, c'est sûr que j'entends parler de ce qui se passe. Et puis, les dernières années, là, il y a eu la période des Gilets jaunes en France, il n'y a pas longtemps. Et puis, pendant presque la même période, il y a eu un changement où on faisait passer l'âge de la retraite de 60 ans à 64 ans. Alors, et là, ça a créé tout un émoi dans la population en général. Puis, c'est sûr que les syndicats en particulier, qui fait que ça fait partie des problématiques. Alors, je vous lis, en France, en 1981, l'âge de départ à la retraite a été abaissé à 30 ans. Et la réforme menée par l'ex-première ministre Élisabeth Borne, ça fait pas longtemps qu'elle l'a laissé, a proposé qu'elle soit reportée en 2023 à 64 ans. Proposition légalement adoptée. Même si elle a fortement été rejetée par une bonne partie de la population, dont les principaux syndicats, CFDT, CGT, alors que l'espérance de vie globale pour les femmes est aujourd'hui de 86 ans, tandis que pour les hommes, cette espérance est de 80 ans. Et cela va forcément augmenter dans les prochaines décennies. Attendez, plus loin. Oui, c'est ça. L'année 2022 a été marquée par une hausse importante du coût de la vie en raison d'une économie mondiale difficile. Alors, mais autrement dit, je ne l'ai pas là malheureusement, mais je sais qu'on parle de... je suis en train de perdre l'expression, je m'excuse, mais c'est que, autrement dit,
du régime de retraite au niveau des dépenses publiques de la France. Autrement dit, c'est comme si la population, les syndicats, même si on peut comprendre, ne se préoccupaient pas de cette question-là pour l'ensemble de la société. D'une manière ou d'une autre, comme on dit des fois, il y a quelqu'un qui va payer là-dessus. Je voulais finir sur une note humoristique. Tantôt, ça devait être un peu au début. Quand on parle d'anxiogène, j'ai eu un réflexe il y a quelques semaines, je dirais, où je me disais, une manière d'être anxiogène, il ne faut pas tomber dans l'avoir su et de proscrire avec humour en lien avec la conférence. Je vous donne un exemple, quelque chose que vous allez reconnaître. Un Claude Dubois, l'autre jour au Grand Théâtre, en reprenant de façon humoristique un classique, son blues du businessman. J'ai pensé l'avoir comment je dirais, écouté, entendu. Je vous dis, j'aurais voulu être un artiste, vous reconnaissez, hein, je suis convaincu, pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir dire qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste pour le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire en retraite. Enfin, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Alors, je dis ça parce que, en partant, je me suis dit, oui, on peut tomber dans l'anxiogène avec raison, mais il faut, en partant, se dire qu'on ne doit pas tomber là-dedans. Tu sais, de dire, j'aurais dû. Oui, c'est ça, à ce moment-là, on voit seulement ce qui est négatif, alors que peut-être qu'on peut voir des choses positives. C'est un peu ce qui l'amène dans cette chanson-là. Alors, c'est tout. Si vous avez des commentaires, ben c'est vrai, tantôt, on voulait donner de l'information supplémentaire au fer. Oui, exactement. Quand, à un moment donné, on transforme les réels en fer à 72 ans. Oui, mais parce que je... Non, mais on te demandait, madame, je peux les donner plus. C'est un règlement, c'est le gouvernement du Québec, ça, qui oblige, parce que quand on investit dans un réel, on contribue à, en fait, c'est une situation d'impôt différée. Donc, pour payer cet impôt-là, le montant qu'on investit il y a plusieurs années et qui a porté fruit, qui a rapporté, on a augmenté le capital avec les intérêts. Quand on commence à retirer ça plus tard, on peut déterminer que c'est une rente viagère, une torturée d'un coup, ce qu'on veut. Mais il y a une limite de temps par rapport à l'âge. À l'âge de 71 ans, la loi du Québec, je ne sais pas si c'est Retraite Québec ou c'est le ministère des Finances, je n'ai aucune idée. Et oblige à faire ce transfert-là avec nos institutions bancaires, de convertir des REER, de gestion enregistrée d'épargne retraite en fonds enregistrés d'épargne retraite. Ça, c'est à partir de l'âge de 71 ans. À partir de 72 ans, là, on est obligé de décaisser un pourcentage qui augmente à chaque année de ces montants qu'on investit, qu'on a porté, capital et intérêt. Ça vient augmenter nos revenus à chaque année. Alors, quand on vient faire une déclaration d'impôt, là, ça change complètement la dynamique parce que nos revenus augmentent tout d'un coup, là, en flèche. Ça vient débalancer, disons, l'équilibre budgétaire qu'on avait pu planifier. En parler, peut-être si vous avez d'autres renseignements là-dessus, que c'est pas si bonne mesure que ça. Quand on est obligé de dépenser, on ne choisit pas. Merci, parce que, vraiment dit, je vais
documenté là-dessus. Je suis conscient de ça, sauf que je ne connaissais pas le détail, honnêtement, là. Alors, merci. Allez-y, s'il y a des questions, des commentaires, oui? Moi, j'ai un commentaire. Si vous avez 2 millions de faire, là, mais si vous allez les faire, comme 40, 50, 50, c'est juste 5 C'est pas vraiment une montée comme ça. Oui, il y a un montant supplémentaire. On dit souvent que 40, 50 000, c'est 2500 qui vont augmenter. C'est pas énorme. La première année, c'est 5 puis la deuxième année, je pense que c'est 7. Tout à fait de fait. Ça dépend, je le prends encore à 5 de fait. Et ça change de revenu. Ça augmente le revenu, d'accord. C'est comme n'importe quoi. Et moi, j'en étais sur une obligation de décaisser. Il y a un pourcentage de déficit. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement fait ça. Mais ouais, je pense qu'il faut questionner, entre autres, Retraite Québec, juste pour voir pourquoi ça a été, que c'était amené. Honnêtement, là, j'ai jamais entendu parler de ça, mais je suis rendu là, ça a l'air. Tantôt, oui. Oui, l'explication, c'est que avec l'augmentation des fonds qui sont réservés à l'activité privée, le gouvernement a bougé un peu l'environnement économique autour de ça, c'est énorme. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'en obligeant un déclassement comme ça, c'est une façon de dire on va régler un peu le rythme d'amoncellement de sa fonction personnelle en équilibrant le payable des taux immédiats plutôt que plus tard, et ainsi de suite. Donc, c'est une gestion économique, tout simplement. Mais avec une dimension sociale aussi. C'est tout ça est relié, comme vous disiez, que l'économie et l'aspect social. Et il y a eu tellement d'engouement pour ça que les gouvernements, par rapport à la masse économique que ça a créé, gérer un petit peu tout ça, pour discipliner un peu ça. Et c'est ce qui fait qu'on a donné des obligations comme ça. Et ça sur les cours. Merci. C'est pour ça qu'on fait ça, hein? C'est quand on peut échanger avec une organisation comme l'OQDR, mais ça fait en sorte que c'est rare qu'à un moment donné, on n'apprend pas. Fait qu'au contraire, je pense que ça nous aide à apprendre puis à en savoir davantage. Mais le gouvernement peut être plus vicieux que ça. Au niveau du REGA, qui est plus gros, où il a supprimé l'augmentation en inflation annuelle pour certains groupes de retraités de REGA. Oui, bon. Et d'ailleurs, il y a des corporations, des syndicats qui sont en poursuite contre le gouvernement là-dessus, parce que les eux, qu'il y a eu un abus. Parce que quand on a un régime collectif avec le gouvernement, c'est le contrat. C'est comme si le gouvernement s'est permis de briser ce contrat-là. Il y a de REGA. Alors, il y a des groupes comme ça, où depuis plusieurs années, ils n'ont pas d'augmentation. Et le plus vicieux, il y a des retraites privées qui ont suivi la même stratégie que le gouvernement du Québec pour discipliner encore la planification du volume financier qui déprise des présumés par rapport au vieillissement de la population. Autant aussi, c'est indosant. Vous disiez tantôt, il y a moins de monde qui vont payer des cotisations, donc ils ont augmenté les cotisations des travailleurs. Mais c'est une façon de dire, oh, les retraités, arrêtez de piger un petit peu trop vite dans la carrière. Alors, c'est tout un équilibre. Et l'actuaire, pour avoir des formules longues comme ça, J'aime ça que vous. Je trouve ça un peu vicieux parce qu'il y a des prix de contrôle là-dedans. Actuellement, c'est en train de se judicialiser tout ça. Oui. Madame la Présidente. Souvenez-vous, je ne sais pas, ensemble, on va s'en souvenir, le gouvernement parlait de changer les régimes à prestation déterminée pour des régimes à prestation utile. Ça vient Dieu. Là, ça ne s'est pas fait, mais il y
ont parlé, c'était le ministre des Finances qui parlait de ça. Je ne sais pas si c'est encore dans l'air, mais il en parlait. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. C'est ça qu'on avait, nous, d'autres de nous, qui est un spécialiste dans l'air, mais il va se passer quelque chose, parce que ça a été parlé même avec Gérard, un grand bout de temps. Ça changera la donne. Tantôt, le mot que j'oubliais pour la France, c'est le déficit public. Je trouvais que c'est la première fois que je lisais ça comme ça, même au Québec, au Canada. Puis là, tout de suite, on sait ce que ça veut dire. Alors, bon, je ne voulais pas le rater. Puis, il disait ce qui est en cause, c'est l'âge de départ, le déficit du système, le déficit public, puis le ratio cotisant-retraité. Ça, ce n'est pas tout le monde qui sont conscients de ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que pourquoi on fait ça, en tout cas, ce qui m'a motivé beaucoup, c'est d'essayer de faire la comparaison entre le passé, le présent, puis essayer de prévoir l'avenir, puis essayer de voir quand on est capable ce qui se passe ailleurs. Moi, c'est sûr que la France, je ne lis pas encore des économistes, là, mais pour savoir ce qui se passe en Angleterre ou tout ça, mais déjà, la France, ça m'en apprend beaucoup. Et je me dis, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'exercice-là. Puis je veux remercier encore une fois l'Association québécoise des retraités et des pré-retraités, parce qu'on en a quand même pas mal. Puis j'oserais dire aussi qu'on a des enfants, on a des petits-enfants, et puis on ne devrait pas être gêné des fois de dire, veux-tu que je te parle de ça? Parce qu'il y a des périodes d'âge aussi. Il y en a qui cotisent à partir de 18 ans. Et puis, on voit déjà qu'il y a des tranches d'âge où nos jeunes, ils commencent à être préoccupés. Tu sais, moi, mes enfants, là, ma fille va avoir 50 ans, à peu près couple de mois. Mon fils, 45. Et puis, on commence à en parler. Parce que je leur dis, regardez, là, oui, vous voyez, à long terme, mais au niveau de pré-retraite, portez attention. Fait que, mais ça ne veut pas dire que vous allez être obligé de faire ça. Non. Sauf que considérez que bon, l'espérance de vie va encore augmenter et puis votre régime de retraite, dans le fond, espérons qu'il soit conforme à ce que vous souhaitez. Alors, oui. Bien, merci beaucoup tout le monde. Je n'en ai pas si vous avez d'autres commentaires. Là. Merci.